Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo concernant les stratégies d'acquisition des compounders. On a vu quelques vidéos au préalable sur Patreon, principalement pour les membres. Quelques vidéos en avant-première sur certaines sociétés. On a vu les fondamentaux, qu'est-ce que c'était que les share acquisition. On a vu également une société Rocco, selon moi, en tout cas, celle que je crois le plus dans le futur, en toute honnêteté. En plus, c'est une IPO, donc relativement petite, donc elle risque de se développer fortement. Je reviens encore une fois sur les fondamentaux. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de vous présenter des sociétés, mais il y a vraiment toute une philosophie, entre guillemets, derrière cet investissement, qui sont donc les share acquisitions, parce que on étudie différemment une structure comme celle-ci face à du GAFAM. Donc, il y a tout un écosystème avant d'investir que vous devez comprendre. Alors, on aime, on n'aime pas, voilà, à vous de voir derrière, mais j'insiste vraiment avant qu'on analyse les sociétés sur ce que c'est vraiment que la stratégie d'acquisition des compounders. Alors, des fois, on va répéter un petit peu, mais je préfère que tout le monde comprenne. Donc, on investit, car c'est un retournement de marché, il faut être à l'aise avec ses positions. Donc, l'objectif de ces entreprises, c'est créer de la valeur par l'acquisition stratégique de petites PME à des valorisations attractives. Et évidemment, ces petites PME, ce sont quand même des entités qui dégagent des flux de trésorerie assez importants avec des marges d'EBITDA. Bon, je reprends rapidement. Donc, qu'est-ce qu'un compounder? Les compounders, donc un programme d'acquisition, sont des entreprises qui créent de la valeur en acquérant stratégiquement donc des petites entreprises privées à des multiples de valorisation attractifs. Quelques cibles, quelques caractéristiques principales. Ce sont donc des petites entreprises privées, des multiples plutôt bas, 4 à 8, des fois un petit peu plus lorsqu'on est sur de l'IT, comme par exemple avec Vitech, pareil côté en Suède, ou Constellation Software. Deuxième point, conserver l'autonomie opérationnelle des acquisitions. Troisième point, c'est la valorisation de ces acquisitions multiples plus élevées que l'entreprise mère. Maintient un modèle donc décentralisé, préservant la culture des entreprises. Et le dernier point, c'est finance, donc la croissance principalement liée par la génération de cash flow. Donc en fait, on a notre entreprise ici, Lifco, ce que vous voulez, AdTech, Constellation Software, ainsi que d'autres, Jet Scientific par exemple. Et donc on va acheter donc plein de petites PME, voilà, prendre des petites positions qu'on va acheter peu cher à des multiples donc, de valorisation entre 4 à 8 fois les bits. Et puis d'ailleurs, on a une valorisation en bourse entre 15 et 25, vous allez voir. Et même aujourd'hui, on est quand même sur des sociétés qui se valorisent extrêmement cher, comme Constellation Software, Lifco. On est sur des niveaux de valorisation, c'est juste du délire total. Donc on attend progressivement à ça d'acheter les yeux fermés. Mais je reviendrai plus tard sur les valorisations. On rentrera dans le détail progressivement une fois qu'on aura un nombre, on va dire, de personnes qui vont rejoindre Patreon suffisamment important. Concernant la valorisation attractive et l'arbitrage donc public-privé. Les marchés privés sont structurellement inefficients et présentent une asymétrie d'information qui est importante. Et le point positif, c'est que ça crée des opportunités d'arbitrage entre d'une part la valorisation privée et le public. L'avantage stratégique, c'est, je vous l'ai déjà mentionné, donc c'est des petites PME qu'on achète à des multiples très bas. On a tout de suite une revalorisation qui est immédiate. En effet, on va partir sur une entreprise cotée qui, in fine, possède généralement soit du 100%, soit on va laisser 30% à peu près, un tiers au fondateur ou au manager. On a quand même une création de valeur par l'arbitrage structurel entre marchés. Une concurrence réduite car ces cibles sont souvent ignorées par les grands acteurs. En effet, c'est les petites PME. Qui veut acheter des petites PME? Bon voilà, généralement, il y a quand même tout un process d'acquisition. Les grosses structures, on est plutôt pareil sur des structures assez importantes. Dès la première année, on a un ROI qui est élevé dès la première année. Généralement, plutôt, je viens de vous dire, entre 15 et 20 en fonction des structures. Moi, j'aime bien avoir un ROI qui est assez important. Retour sur le capital investi grâce aux multiples d'acquisition bas. Donc évidemment, il est important d'avoir des entreprises qui sont qualifiées pour faire de l'acquisition à des prix cohérents et surtout que celles-ci continuent de se développer. Là, c'est un petit graphique juste pour montrer une petite comparaison de multiples de valorisation entre d'une part les petites entreprises privées, voilà, on paye ça peu cher. Pareil, une petite agence immobilière de quartier, voilà, ça se paye pas si cher que ça. Peut-être la partie gestion, on a des multiples, allez, peut-être 4, 5 fois maximum, encore une fois la partie gestion, en transaction c'est beaucoup moins, même pas 1, et partie syndic, voilà, 3, 4, même pas, c'est 2, 3. Après on a donc les PME à secteur spécialisé, ça paye un petit peu plus cher. Les ETI non cotés, voilà, peut-être 10 fois.
Et puis après, tout ce qui est entreprise cotée, on a souvent des valorisations qui sont un peu plus importantes. Alors oui, il y a des entreprises qui sont faiblement valorisées. On a des entreprises plutôt value, on est d'accord. Mais des seller acquisition qui génèrent de la croissance, ça se paye cher. On verra, il y a même des entreprises qui ne sont pas rentables. Je pense par exemple à spin-off Lumine, mais qui aujourd'hui se valorise, qui est quand même assez cher parce qu'on a une croissance à 2 chiffres. Donc la création de valeur pour l'actionnaire, c'est quoi? C'est l'acquisition entre 4 à 8 fois les bits, et ça se valorise entre 15 à 25 fois. La force des PME en Europe. Donc les petites et moyennes entreprises PME constituent quand même des piliers, on peut dire ce qu'on veut, mais on oublie souvent ces entreprises en question. Tout le monde parle du CAC 40, tout le monde parle de l'Eurostoxx 500, 600, peut-être le DAX, si on rentre un peu plus dans le détail, ainsi de suite. Mais on oublie aujourd'hui toutes ces petites entreprises qui constituent un réservoir d'opportunités lorsqu'on est sur des share acquisition, notamment liées pour l'acquisition. Mais ça représente quasiment 99,8% des entreprises en Europe qui sont des PME. Je reprends 99,8%. Donc lorsqu'on a des types de structures comme Leafco AB, comme Momentum, Jet Scientific, on a un vivier d'entreprises, un réservoir d'acquisition qui est juste extrêmement important. 23,5 millions d'entreprises indépendantes en Europe. 15 000 PME vendues chaque année en Europe. 94 sont des entreprises indépendantes. Voilà, ça vous donne aujourd'hui le potentiel de création de valeur pour un actionnaire. C'est juste incroyable. Alors là, encore une fois qu'en Europe, les chiffres aux États-Unis sont différents. Mais on n'a pas que 10% de PME aux États-Unis, on a quand même un certain nombre. Donc je pense que ce type de structure, encore une fois, c'est mon humble avis, libre à vous dans les commentaires, mais je pense que ça peut que développer vers le haut. Alors évidemment qu'on a des entreprises qui sont peu rentables, évidemment qu'on a des entreprises qui ont des niveaux de valorisation qui sont très importants. De toute manière, c'est la société en question d'analyser toutes ces petites PME, de sélectionner les entreprises de qualité, d'autant plus que maintenant avec l'IA, les outils, on a des logiciels qui peuvent faire des screens par rapport au bilan contre résultat, et donc c'est un petit peu plus vite pour sélectionner ce genre d'entreprise. Donc l'avantage pour les compounders, c'est quoi? C'est la piste de croissance qui est quasi illimitée, sur plusieurs décennies. Cible souvent ignorée par le capital d'investissement, parce que c'est des petites structures. Voilà, on ne va pas s'embêter à acheter plein de petites structures. C'est quand même chronophage. C'est quand même un métier qui est assez particulier et un savoir-faire justement à avoir. Troisième point, c'est concurrence réduite permettant des prix d'acquisition plus bas. On a quelques boîtes, alors c'est en train de se développer, mais il n'y en a pas non plus des milliers. Donc on a une concurrence qui est réduite et on peut aujourd'hui faire du rachat sur des boîtes de qualité pas chères. Nombreuses PME familiales cherchant succession à moyen terme. Alors, comme vous savez en France, voilà, les PME, ça disparaît au cours du temps, mais encore une fois, il n'y a pas que la France. Je crois que sur l'ensemble de mes portefeuilles, je crois que j'ai 10% d'entreprises françaises, pour vous dire, donc c'est bien d'aller voir ailleurs. Je ne dis pas que l'herbe, elle est plus verte ailleurs, mais on a de jolies entités, si on prend un peu de hauteur. Et donc, les petits PME familiers, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Donc l'objectif étant, vous avez compris, donc des serial compounders, c'est un marché qui est juste illimité, on a un nombre qui est juste extrêmement important, et surtout, personne n'en veut en fait quelque part. Et pourtant c'est des bijoux. Quand on a des marges débit qui sont quasiment à 20% et qu'on paye ça à 4 à 8 fois maximum, que demander mieux quoi. Donc voilà, donc répartition des tailles, donc les micros on en a un paquet évidemment, 93%, les petites entre 0 et 49%. Et puis après, les moyennes entre 50 et 249, voilà, 1%. Donc ça vous donne aujourd'hui un ordre d'idée au niveau des cibles. Et donc les serial, les serial acquisition, on est plutôt là-dedans en général. Voilà, on paye ça, allez, 2 millions, les 2 entre 2 et 3 les plus grosses, mais généralement, voilà, ça dépasse pas des montants assez importants. Donc on est vraiment sur des petites entreprises de niche, généralement familiales depuis des années, on essaye, et qui soient rentables et qui génèrent des flux de trésorerie. Raison non financière des vendeurs. Donc de nombreux fondateurs et propriétaires de PME accordent une importance majeure à des acteurs au-delà du prix lors de la vente de leur entreprise. En effet, aujourd'hui, il y a une priorité des vendeurs. 1. Sur l'indépendance de l'entreprise et de l'autonomie opérationnelle. 2. On a une continuité de la culture, ça on l'a vu, et des valeurs fondatrices, c'est-à-dire qu'on ne refait pas un reset, on laisse aujourd'hui l'ADN de l'entreprise en question. 3. Préservation des emplois et sécurité du personnel. Évidemment, on a quand même des boîtes rentables initialement. Maintien du siège social et ancrage territorial. Et recherche d'envoi permanent pour l'entreprise. Les compounders répondent à des préoccupations avec leur modèle qui est surtout décentralisé et leur perspective de propriété perpétuelle.
remportant souvent des transactions même sans l'être les plus offrants financièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une question d'un côté de prix, il y a toute une philosophie. C'est pourquoi je vous fais toutes ces vidéos. Parce que voilà, c'est assez particulier comme investissement. C'est vraiment une indépendance. L'autonomie des structures, elle est réservée. Enfin voilà, tout est réservé initialement. Sauf qu'entre-temps, on a quand même des grosses boîtes qui prennent 70%. Et nous, d'un côté, c'est fortement valorisé par le marché. Donc voilà, donc j'insiste vraiment, je sais que je répète comme un petit vieux, mais ça fait partie aujourd'hui de cet investissement et j'ai envie que tout le monde, enfin du moins ceux qui investissent dans ce type d'action en question, euh, que vous comprenez vraiment les fondamentaux. Concernant l'équipe, on a une protection, l'héritage pareil préservé justement, l'œuvre d'une vie, on ne va pas tout casser l'entreprise, ça j'aime bien. L'identité, on maintient les valeurs, l'ancrage et surtout la présence locale, elle reste. Et l'objectif, c'est on garde sur du long terme. On n'est pas là pour presser les coûts et pour revendre d'un côté plus cher. Au passage, petite pub, je fais ma propre pub. N'oublie pas de rejoindre la partie donc, Patreon, c'est là où je mets en avant-première les vidéos et certaines qui sont réservées aux membres. Donc la partie par exemple acquisition en série, donc mieux que les rates en 2025, où je fais une vidéo quasiment de 20 minutes sur ce sujet. Vous avez également des analyses en format PDF, là il y a 14 pages sur le rapport sur le T2 de 2025 de Alexandria. Pareil, vous avez également quelques analyses sur des sociétés de qualité comme Rocco. Et puis on est parti, donc n'hésitez pas, il y a également un petit formulaire que je vous avais tout simplement que je vous ai indexé. Moi, ça me permet aujourd'hui de savoir qu'est-ce que vous souhaitez. Si vous êtes plutôt sur des REITs, si vous êtes plutôt sur des seller acquisition, à vous de voir. Donc vous me dites, et encore une fois, moi je m'ajuste par rapport à votre demande. Reprenons, on est surtout sur un modèle décentralisé. Ça, j'espère que vous avez bien compris. Il y a plusieurs vidéos sur ce sujet, c'est indispensable. Encore une fois, c'est des petites piqûres de rappel. Mais voilà, cette stratégie-là, elle est quand même particulière. On n'a pas bon nombre d'entreprises qui ont ce modèle. On casse un petit peu des standards, je viens de vous dire. Ce petit côté rebelle, entre guillemets. Mais qui, je trouve, beaucoup plus sain pour tout le monde. C'est du win-to-win. Donc ces sociétés-là en question adoptent pour un modèle qui est décentralisé, qui préserve l'essence des structures acquises, contrairement aux structures centralisées, qui peuvent étouffer l'esprit entrepreneurial. Parce qu'en fait, il y a vraiment un contrôle, on remonte tout à la structure. Là, l'avantage, c'est qu'il y a quand même de la confiance, et c'est décentralisé, et chaque petite PME est indépendante. On va garder l'autonomie, focus sur les performances, préservation des cultures, et on a toujours cette petite agilité, malgré que in fine, la holding en haut est conséquente. Donc l'autonomie, on a dit, la préservation de la culture également, tout ce qui est responsabilisation, les équipes de management, tout ça c'est local, parce que c'est pas le siège qui va gérer quelque chose qui est local, c'est pour moi une ineptie. Accélération également du rythme, notamment sur les acquisitions, sans surcharge du management. Puisqu'on délègue, on n'est pas surchargé entre guillemets d'informations, non pas inutiles, mais chacun reste dans son domaine de prédilection. Et puis après on a un focus sur les KPI, plutôt que la micro-gestion opérationnelle. Voilà, on va regarder le revenu, la croissance, comment ça se développe, les commandes, ainsi de suite. Donc, la clé du succès, c'est un équilibre subtil entre, d'une part, l'autonomie locale et standard de groupe, donc minimaux, permettant de conserver l'agilité et la créativité de l'entreprise acquise. Concernant le processus d'acquisition simplifié et qui est rapide, donc les compounders développent des équipes donc, de M&A, donc Merge and Acquisition, c'est la fusion, c'est la FUSAC, fusion et acquisition, et de playbooks d'acquisition standardisés pour optimiser leur performance d'acquisition. Parce que voilà, on arrive sur des structures qui sont quand même assez conséquentes. Lorsqu'on fait quasiment plus de 100 acquisitions par an, voilà, il y a quand même du job. Donc l'avantage du processus simplifié, c'est réduction des délais d'acquisition entre 3 à 4 mois versus quasiment plus d'un an on va dire dans d'autres entités. Coût de la transaction réduite grâce à l'internalisation des compétences. Tout ce qui est la due deal, on va cibler, elle est efficace, on sait exactement quoi analyser au niveau des checkpoints. Un petit peu comme en IMO, lorsque vous achetez un actif, vous savez exactement, enfin en général, vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut vérifier. Processus donc moins intrusif pour les entreprises cibles. Voilà. Également, ils ont un savoir-faire, il y a un historique. Et capacité à traiter plusieurs acquisitions en parallèle. Donc l'impact sur la croissance, on a une équipe donc, de M&A qui est bien structurée, qui permet quasiment de réaliser entre 5 à 10 acquisitions par an et d'autres beaucoup plus, ça dépend encore une fois de la structure, contre 1 à 2 lorsqu'on est sur des structures plutôt traditionnelles. Comme mentionné, premier point, c'est l'identification et le sourcing. Voilà, ils ont également un réseau qui est important. Le réseau, c'est ce qui est le plus important. Voilà pourquoi je suis également un Patreon. L'objectif, c'est qu'on s'aide mutuellement. C'est que chacun porte son petit
son petit plus, hein, parce que chacun a ses compétences, chacun travaille dans un domaine particulier, et si on peut l'apporter, ben, un plus, plus un plus, plus un plus, ça fait un super plus. Donc c'est un petit peu l'objectif. Réseau entre 5 à 10 fois plus large que les concurrents. Une approche et des discussions initiales, donc contact direct, discussion sur visio et avec des valeurs communes. Comme mentionné, ils ne sont pas là pour acheter, pour détruire l'entité, pour la revendre plus cher. Absolument pas. Donc il y a une relation de confiance sur du long terme. Lettre d'intention et due deal, ok, ça on l'a vu. Ils se concentrent sur l'essentiel. Et clôture et intégration légère, donc pour maintenir l'autonomie, intégration financière uniquement et continuité opérationnelle assurée. Voilà, donc la partie intégration est beaucoup plus light hein, que sur une intégration, j'ai envie de vous dire, des M&A classiques. Facteur différenciant, clé, donc le playbook d'acquisition standardisé qui permet d'industrialiser le process tout en maintenant une approche personnalisée et humaine pour chaque entreprise. Et ça, c'est un point qui me tient à cœur et je trouve ça important de le mentionner. Le financement par cash flow, pareil. Encore une fois, on ne passe pas par des banques externes, donc ce sont des boîtes qui sont très peu endettées. Donc ces entreprises, elles génèrent en fait un flux de trésorerie disponible qui est important et en fait, elles réutilisent pour continuer leurs acquisitions futures. Donc ils ne font pas se tromper en fait sur les acquisitions initiales. Les avantages, mais une indépendance financière, très faible dilution parce qu'on ne dilue pas aujourd'hui la structure et donc les actionnaires au cours du temps. C'est un petit peu l'opposé des foncières cotées. Solidité financière, parce qu'on a des niveaux d'endettement qui sont très raisonnables. Voilà, on a vu, hein, dette to EBITDA, on est à 2,5, 3 maximum, contrairement à du 8 par exemple sur des foncières. Discipline d'allocation avec un ROIC souvent élevé et une croissance qui est durable, équilibre entre acquisition et génération de trésorerie. Donc le signal d'alarme, c'est le recours intensif à des émissions d'actions ou à un endettement qui est élevé pour financer les acquisitions est considéré comme un signal de modèle non durable. On est bien d'accord. Le fait de, entre guillemets, continuer d'investir via les flux de trésorerie qui sont disponibles, ça veut dire que les acquisitions en amont ont été bien réalisées. Donc en fait, c'est sur les activités opérationnelles qui font du cash flow. D'un côté, l'entreprise en question recherche des futures acquisitions. Hop, finalisation d'acquisition, on l'intègre au groupe et celui-ci génère encore du cash flow. Et on repart encore une fois pour la boucle. Voilà. C'est un effet boule de neige indirectement. Donc c'est le cycle vertueux de l'autofinancement qui permet une croissance durable sur du long terme. Alors évidemment qu'il y a des limites des grandes transactions publiques. Comparaison avec des petites PME versus les grandes transactions. Un, c'est la complexité. Les petites boîtes, c'est souvent un petit peu plus simple. Voilà, on n'a pas non plus des dirigeants avec des melons énormes, donc c'est quand même un petit peu plus simple. Les multiples, c'est souvent moins cher, on l'a vu. Le risque est souvent limité par rapport à la taille de la structure. Ça représente 1% du CA au maximum. Durée de processus est plutôt rapide et impact sur des erreurs, c'est isolé. Ça représente 1% du chiffre d'affaires. Donc imaginons qu'on se gourre. Bon, c'est pas grave. Par contre, il ne faut pas louper les prochaines. Que sur les grandes transactions, c'est un petit peu l'opposé. C'est élevé, c'est complexe, ça coûte cher, le risque est important, c'est long et s'il y a une erreur, évidemment que ça a un impact considérable. Ces différents points, on les a déjà mentionnés, donc je ne vais pas me répéter. De toute manière, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires. Conclusion, pourquoi ce modèle crée-t-il plus de valeur? Encore une fois, c'est mon humble opinion. Encore une fois, je ne suis pas l'expert de la finance à tout prix, on est bien d'accord. Donc je vais juste vous illustrer qu'est-ce que je pense, encore une fois, après libre à vous. Pour moi, on a aujourd'hui des valorisations qui sont attractives. D'une part entre le marché privé et le marché public, il y a quand même un delta qui est important. Deuxième point, les opportunités. On a vu, il y a quasiment 99,8% qui sont des petites PME. Donc pour moi, il y a, on va dire, un vivier d'acquisition qui est juste illimité. Facteurs non financiers, on a aujourd'hui tout ce qui est pérennité, culture, emploi, indépendance qui est préservée. Voilà, tout ça, je trouve que dans les temps actuels, c'est quand même important d'avoir quand même des valeurs humaines, surtout sur du long terme. Quatrième point, c'est le modèle qui est décentralisé, avec une autonomie opérationnelle et un esprit entrepreneurial. Et le dernier point, c'est le financement par cash flow, vous avez vu, c'est un effet boule de neige, donc réduction des risques, création de valeur durable par autofinancement. De plus, on a quand même des ROI qui sont élevés, entre 15 et 20, des multiples d'acquisition qui sont plutôt faibles, piste de croissance est limitée. La création de valeur durable ne vient pas de grandes transactions isolées, mais d'une stratégie disciplinée d'acquisition répétée à des valorisations attractives. Voilà. Moi, personnellement, c'est ce que je recherche. Je me suis bien renseigné sur le modèle.
Il y a un livre qui va sortir qui est intéressant sur ce sujet. Je vais d'abord le lire. Je crois qu'il est en anglais par contre. Mais de toute manière, c'est des bons retours. Je ferai une vidéo sur ce sujet, pas d'inquiétude. En tout cas, voilà ma stratégie. Moi, c'est d'un côté foncière côté. Et puis après, donc les serial acquisition. Une très bonne partie. Alors, j'ai pas que ça, on est bien d'accord. On en parlera sur Patreon si vous avez d'autres questions. Mais aujourd'hui, voilà, c'est la stratégie que, en tout cas, j'ai depuis un petit moment. Depuis plusieurs années, hein. Et bon, à ce jour, elle marche pas trop mal. Et je pense qu'elle risque de continuer et de prospérer au cours du temps. Encore une fois, si des acquisitions sont faites dans les règles de l'art et qu'il y a quand même une certaine discipline. Sur ce, la vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un petit like, un boost, ça m'aide énormément. Et on se dit à une prochaine. Allez, bye bye.